Salut, c'est Seb Sullivan dans votre podcast Passion d'entreprendre que vous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ainsi que sur la plateforme audioblog.arteradio.com. Vous êtes nombreux à nous écouter sur Spotify et je vous en remercie. Continuez à en parler autour de vous. Pour ce 5e épisode de Passion d'entreprendre, on poursuit l'entretien avec Lionel Bon, propriétaire des caves L'Esprit des Vins à Léognan et la Brède. Juste après, on aura l'instant chiffre et on finira l'émission, comme d'habitude, avec la phrase du jour. Je vous rappelle également que Passion d'entreprendre, c'est votre podcast. Vous pouvez faire des propositions d'entrepreneurs pour les prochains numéros, ainsi que poser toutes vos questions sur les réseaux et sur mon mail seb.sullivan@hotmail.fr. Bonne écoute pour la deuxième partie de notre entretien avec Lionel. Lionel, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pour choisir un bon vin ou un vin ? Je vais vous en donner un très simple. Déjà, allez chez un bon caviste. Tout simplement, allez chez un bon caviste parce que, ou aller chez des vignerons, mais parce que notre métier, nous le dédions à ça, au choix, à essayer d'avoir à tous les prix. Et ça aussi, je tiens à le dire, c'est pas, on a des bouteilles à 20 euros, on a des bouteilles à 15 euros, on a des bouteilles à 30 euros, on a des bouteilles à 50 euros, on a des grands crus, je ne vais pas citer de noms, qui valent 200, 300, 400. J'ai parlé de Yquem tout à l'heure. Voilà, on a des Yquem, c'est vrai. On a des grands vins de Bourgogne qui valent cher, qui valent leur prix, cher pour certains, sûrement. Mais on a aussi des bouteilles à 5,50 €, à 6 €, à 8 €, à 9 €. Je pense que, je ne m'avance pas trop, mais je pense qu'un tiers de nos références sont entre 6 et 14 €, ce qui n'est pas une paille, blanc, rouge, rosé. Donc il faut aussi penser que nous avons ces prix-là. On a des vins en bag box de 5 litres, on a une offre de prix et de gamme qualitative, une fois de plus, qui est forte. Et ça, un caviste, déjà, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, le métier du caviste, qu'il aura déjà fait un choix préalable, qualitatif, déjà pour, même si vous n'y connaissez rien, qu'à peu près, si vous choisissez une bouteille chez nous au hasard, vous ne vous trompez pas. Après, là où vous allez vous tromper, c'est sur votre style. Vous pouvez prendre une bouteille qui ne vous convient pas. Et ça, c'est vrai. Et pour qu'elle vous convienne, c'est aussi à nous de vous rencontrer, de vous poser des questions, de sentir votre profil. Vous ne buvez pas de rouge, vous ne buvez pas de rouge. Mais on peut peut-être vous indiquer des rouges qui vous feront basculer dans votre idée, qui vont vous faire changer d'avis. Donc notre métier, c'est de vous écouter aussi. Nous sommes commerçants. Si on n'écoute pas le client et si on impose, je pense que moi, je ne ferais pas ce métier. Mais donc nous, notre joie aussi, c'est de voir rentrer des clients dans notre boutique, évidemment. Et ça, c'est quand la porte s'ouvre et que des clients rentrent, on est toujours très très content. C'est déjà une satisfaction. Mais quand les gens repartent et qu'ils reviennent parce qu'ils ont eu le juste produit, au juste prix, dans leur juste goût, pour ce qu'ils voulaient faire, oui, là on est très heureux. Donc je crois que le bon vin est une définition justement très personnelle. Votre notion de bon vin ne sera sûrement pas la même que la mienne. Voilà. Et que les gens qui nous écoutent, parce que les profils sont tellement différents, il y a tellement de goûts et il y a tellement c'est tellement multiple qu'on peut y trouver des bons vins ou pas dans beaucoup de régions. On voit qu'il y a une évolution au niveau de la consommation, surtout chez les jeunes. C'est la bière, surtout les bières artisanales sont de plus en plus présentes et peut-être on délaisse un peu le vin. Est-ce que vous le ressentez vous par rapport à votre clientèle ou pas ? Je suis né à Bordeaux, j'ai grandi dans le quartier des Capucins et j'ai été étudiant à la Victoire comme beaucoup de Bordelais qui se rappelleront de cette époque. La bière coulait à flot, même à l'époque où l'UBB était champion de France. Chez Auguste, le Planat, on ne buvait pas que du vin, on ne buvait pas beaucoup de vin, on buvait beaucoup de bière. Je crois que la consommation de bière a toujours existé. Une partie de ma famille est d'Aquoise et dans les Landes, Feria de Dax, Feria de Mont-de-Marsan, fête de petits villages, la bière coule à flot. Je crois que la bière est aujourd'hui une boisson et continue à être une boisson très consommée. C'est une boisson ancestrale, c'est l'une des premières boissons fermentées que l'on connaisse. Faut pas l'oublier aussi, très consommée dans le monde. De nombreux pays n'ont pas de vignes, mais de nombreux pays font de la bière. Il ne faut pas l'oublier dans notre
l'histoire humaine. La chance que nous avons, peut-être, depuis quelques années, c'est qu'on a vu ces craft brasseries, ces petites brasseries, se développer avec des vrais houblons, avec des vrais savoir-faire, avec de l'intuition artisanale, avec des macérations, avec des élevages en barrique, avec parfois des petites notes de produits, aromatiques, de produits de la terre macérés, d'aller chercher des saveurs, d'aller chercher des styles. On se rapproche plus aujourd'hui de l'esprit des trappistes et des moines qu'on s'en était éloigné avec les grands groupes il y a 30 ans. Donc je pense qu'on peut s'en satisfaire. On a la chance de boire de très bonnes bières artisanales et je ne sais pas si par rapport à il y a 30 ou 40 ans on boit plus de bière ou moins, si on boit plus de vin ou moins. Je crois que la clientèle de la bière a la chance d'évoluer vers des bières artisanales. Je pense que ce qu'il faudrait regarder justement, c'est, je vais le dire élégamment, la consommation. Est-ce que la part des consommations de bières industrielles a baissé au profit des bières artisanales? Ce serait intéressant de le savoir. Et la consommation sur ces 40 dernières années de vin et de bière, est-ce qu'elle a aussi changé? Je pense que j'ai des doutes là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, on a une clientèle qui boit de la bière de qualité et artisanale. Et on a toujours un segment de clients qui boivent du vin. Après, je pense qu'il y a une question de moyens quand on est étudiant, quand on a 20 ans, quand on a 25 ans. Je ne vais pas parler de prix et de ce qui se passe à Bordeaux en ce moment, d'établissements qui vous offrent 2 pintes, un saucisson pour un billet de 10 €. Moi, je ne sais pas faire ça aujourd'hui dans mes établissements, ni vous sortir 2 verres de vin avec un saucisson pour 10 €. Ça, c'est du quantitatif. Nous, on ne sait pas faire ce travail, mais qu'est-ce qu'il représente par rapport à ceux qui cherchent autre chose aussi, de la qualité ou des choses différentes, artisanales, une fois de plus, c'est ça. Donc, cette proportion-là, ça serait intéressant de voir, mais je pense pas qu'elle a pas... Je pense qu'on boit toujours autant de bière à 20 ans, et peut-être que la clientèle qui boit de la bière à 20 ans boit du vin à 30 ans. Moi, j'avais vu juste quelques chiffres. On voyait que les courbes, en fin de compte, entre le vin et la bière se rapprochaient. Et en fin de compte, on va dire que la consommation, par contre, diminue. C'est-à-dire que les gens, avant, il y a 20 ans, ils buvaient beaucoup plus de vin que maintenant. Sauf que maintenant, la consommation, elle est moindre, mais elle est de meilleure qualité. Donc, est-ce que vous le retrouvez aussi dans votre cas? Ça veut dire que les gens ils vont peut-être mettre un ticket moyen supérieur par rapport à l'achat du vin, ou même de la bière, parce que les bières maintenant ont augmenté. Et par contre, ils se font plus plaisir avec plus l'idée de la qualité et ils vont acheter moins en volume. Oui, alors ça c'est... J'étais dans mes cours d'économie, on avait déjà vu que il y a 30-40 ans, cette courbe, effectivement, était celle-ci. On buvait beaucoup moins. Moi, dans les années 80, on va dire, c'était déjà... une partie de la France qui faisait du vrac commençait à mettre en bouteille. Parce qu'une partie de la France qui faisait du vrac voyait que la consommation de vin chutait à vitesse grand V et qu'il fallait produire des bons vins parce que déjà les vins de vrac, entre guillemets, je vais le dire comme ça, étaient appelés à disparaître. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Évidemment, on boit moins. Je ne sais plus combien on buvait de litres par habitant et par an il y a 50 ou 80 ans. Je ne sais plus les scores aujourd'hui, mais évidemment on boit moins, pour X raisons. On attribuait la consommation de vin à des ouvriers, à des agriculteurs, aux gens qui faisaient des activités physiques très, très importantes aussi, mais pas que, attention, je ne veux pas catégoriser. Voilà, on disait ouais, de toute façon on peut boire parce qu'on travaille bien, parce qu'on mange bien, parce qu'il y avait tout ça. Aujourd'hui, la diététique, le bien-être, la santé, on est alerté sur beaucoup de choses. Bière, vin, excusez-moi, mais on parle d'alcool. Donc c'est vrai que nous, dans nos générations aujourd'hui, on est alerté sur tout ça, sur la diététique, sur la santé, sur une certaine longévité de vie. Donc évidemment on boit moins, on boit mieux. Ouais, meilleure bière, je l'ai dit tout à l'heure, de meilleurs vins. Après, c'est une question de budget, de moyens. Vous avez des gens qui vont rentrer chez nous et qui pensent qu'on ne peut pas avoir un bon vin en dessous de 30, 40 ou 50 €. Ils leur font un grand cru classé de Pauillac, de Margaux, de Pomerol, de Saint-Émilion.
pourquoi pas, de Léognan, Pessac. Il y a une autre catégorie de gens qui ont peut-être des moyens, mais eux qui se disent je voudrais une petite pépite, une petite découverte, qui sont peut-être un peu moins rigides sur leur choix par rapport à leur budget. Et puis vous avez quand même plein de gens qui, et c'est notre discours aussi, je l'ai dit tout à l'heure, qui entre 6 et 14 euros peuvent trouver un bon vin et préfèrent acheter 2, 3, 4, 5, 6 bouteilles, 2 blancs, un rosé, 3 rouges, avec des prix moyens, et découvrir plein de cépages, Loire, Rhône, Madiran, Sud-Ouest, par exemple. Donc se faire un petit panachage comme ça, mais c'est vrai, en tous les cas, pour résumer, oui, on boit de mieux en mieux la qualité et de moins en moins la quantité, c'est clair. C'est vrai qu'on a parlé de beaucoup de vins en France, mais il y a aussi beaucoup de vins étrangers. Et je sais que c'est amené, il y a une forte demande aussi sur les vins étrangers. On va parler des vins chiliens, des vins argentins. Est-ce que vous le ressentez aussi au niveau de la cave, au niveau des demandes des clients ? Alors, ça c'est aussi intéressant. Il ne faut pas oublier d'abord. Non, mais je voulais juste dire, pour vous c'est du marketing. Pourquoi c'est pas du marketing ? Parce que il faut, je crois que c'est Mauriac qui disait que pour juger il faut comprendre. Et le vin c'est aussi comprendre. Le vin il n'est pas né à Bordeaux. Il n'est pas né en Bourgogne, il est né en Mésopotamie, bassin méditerranéen. Les premières vignes du monde étaient plutôt croates que bordelaises ou bourguignonnes. Et la vigne est venue bien après dans nos régions. Donc quand vous reprenez l'histoire, on n'est pas le pays qui avant planté les premiers la vigne. Donc il faut beaucoup d'humilité. Déjà, même si on est bordelais, même si on est bourguignon, même si on est champenois, ou saumurois, ou sancerrois, pour se dire, non, on n'a pas planté les premiers le vignoble. On n'est pas précurseur, merci. Et voilà, donc l'histoire, elle est faite autour du bassin méditerranéen, elle est faite de voyages, de bateaux, elle est faite d'immigration, parfois, et vous avez cité l'Amérique latine. Pensons aux Basques qui, à une époque, sont partis en Argentine avec leur Malbec et plantaient le Malbec en Argentine. Pensons aux Français, à beaucoup de Français qui, à l'époque du phylloxéra, sont partis en Rioja ou du côté de Barcelone. Je pense à la famille Torres, etc. aujourd'hui. Mais quand on regarde les racines de l'histoire, beaucoup de Français ont traversé l'autre côté des Pyrénées pour planter de la vigne et du vin. L'histoire a fait qu'il y a toujours eu de la vigne dans certains pays. On ne peut pas en vouloir, surtout pas, je pense, aux Australiens de faire du vin, à l'Amérique du Sud de faire du vin, à l'Afrique du Sud de faire du vin, et revenons à ce bassin méditerranéen. Moi j'invite nos auditeurs à venir découvrir des vins de la Moselle allemande ou luxembourgeoise, de goûter des vins croates, de goûter des vins autrichiens. Il y a des choses de grec, évidemment. J'oublie beaucoup de pays, mais voilà, il y a l'Italie, il y a la France, il y a l'Espagne, il y a le Portugal, certes, l'Allemagne, mais il y a d'autres, l'Autriche. Mais il y a beaucoup de pays, donc c'est pas du marketing. Il y a eu un effet, effectivement, dans les années 90, où beaucoup de propriétaires du Rhône et de Bordeaux sont partis en Amérique latine, c'est vrai, investir, développer. Quelques groupes champenois aussi, qui sont partis planter de la vigne. Et les mêmes, aujourd'hui, faut pas l'oublier, sont en Chine. On plante beaucoup de vignes en Chine en ce moment. Donc il faut regarder, je crois que c'est une évolution. Est-ce qu'il y a eu un effet exotique de consommer des vins lointains d'ailleurs, des vins du monde? Peut-être un effet de curiosité, un effet d'ouverture. Une fois de plus, on peut brandir son petit drapeau bordelais ou du pays d'où nous sommes en France, de la région viticole. Être sectaire ou ouvert, on peut se dire les meilleurs vins ils sont à Bordeaux, les meilleurs vins ils sont en Bourgogne, les meilleurs vins ils sont en Champagne, dans la Loire, dans le Rhône, où vous voulez. C'est pas vrai, il y a des grands vins en Espagne, il y a des grands vins en Italie, dans les pays que je viens de citer, il y a des grands vins en Amérique latine, il y a des grands vins en Californie qui vieillissent très très bien. J'ai goûté récemment un vin californien de 1995 qui m'a
cloué, je dois dire le Cabernet Sauvignon, 100%. Il y a des grands vins partout que bizarrement on ressent depuis 3-4 ans. Alors je ne sais pas si c'est la période que l'on vient de passer, ou si c'est une histoire de bilan carbone, mais l'intérêt des vins du monde, là, c'est tassé. Cette curiosité, c'est tassé, mais elle est peut-être aussi due à l'avènement de plein de jeunes vignerons français qui font en totale liberté des vins dans plusieurs terroirs de notre pays, complètement libres, sortis de tous les codes, certains en vin de France, en oubliant les AOC. Donc on a aussi un avènement de jeunes vignerons ou d'une nouvelle génération qui proposent aussi des styles de vinification en amphore, sans sulfite, des vins plus faciles aussi. On parlait de la petite bivalence tout à l'heure avec la bière, mais peut-être qu'aussi ce style de vin intéresse une génération plus jeune, des vins plus souples, plus fruités, aromatiques, moins passés en barrique, moins puissants, très fruités, souples. Donc peut-être aussi que la curiosité des vins du monde, bilan carbone, fait que ça s'est un petit peu tassé. Et les prix, attention, regardez les prix des vins du monde. Aujourd'hui, les grands vins espagnols, les grands vins chiliens, les bons crus du monde, d'Argentine, etc., ils valent au moins, et voire plus parfois, le prix de bons vins de notre pays. Donc je pense que chacun y trouvera son compte et chacun fera sa décision, j'ai envie de dire. Question sur votre vision. On voit qu'en fin de compte, la consommation d'il y a quelques années maintenant, elle a changé. Et dans le futur, ça va être comment d'après vous? Parce qu'on voit aussi tout ce qui est spiritueux, le retour des gins, les distilleries, il y en a de plus en plus qui, même au niveau des whisky. Est-ce que vous pensez que ça va se développer comme ça, des petites structures un peu partout avec, on va remettre au goût du jour des anciens spiritueux, ou alors on va partir sur carrément des nouveaux produits? Je crois que nous vivons une époque merveilleuse où, je viens de le dire, nous avons la chance de voir plein d'élaborateurs, je vais le dire comme ça, dans toutes les boissons en particulier, puisque c'est le sujet. Bière, gin, vodka, whisky. Il y aurait des choses très intéressantes. Je ne vais pas m'avancer dans des chiffres. Nous faisons partie des grands producteurs de céréales de notre pays. On a quand même tout le bassin de la Beauce qui produit du blé, de l'orge. Une partie de ces céréales sont vendues de l'autre côté de la Manche. Ça serait très intéressant de voir quel est le pourcentage de whisky qui proviennent de céréales françaises et qu'est-ce que ça nous autorise, nous, à ne pas essayer ou à essayer de faire nos propres whisky. Les Bretons s'y sont mis depuis longtemps. L'une des premières distilleries, je crois, est bretonne. Je crois qu'ensuite, en Champagne, à Louvois, Thierry Guillon, il y a une vingtaine d'années à distiller. Vous avez Roselière, vous avez des distilleries en Alsace. On a presque oublié qu'on était dans un pays aussi de distillateurs, dans toutes les régions françaises. Vous promenez un petit peu, vous allez trouver du mar, vous allez trouver du ratafia, vous allez trouver des eaux de vie de fruits. Alors là, l'Alsace, je crois qu'ils sont champions du monde. Vous allez trouver des eaux de vie de vin en barrique, quasiment dans toutes les régions françaises. Faut pas oublier le Calva, faut pas oublier le Cognac, faut pas oublier l'Armagnac, de grandes régions économiques. Regardez, intéressez-vous aux chiffres de Cognac. C'est dans la balance commerciale française, à l'export et dans notre pays, c'est assez incroyable. Ça pèse bien. Et donc on boit, on consomme et on vend beaucoup de ces spiritueux-là. Où va-t-on? La chance qu'on a de ces micro-brasseries, de ces micro-distilleries, nous sommes à 2 pas d'une voisine qui s'appelle Cadojac. Vous avez la famille Nadet qui fait d'excellents produits. Vous êtes à côté d'Ilatz aujourd'hui, Alexandre Sirèche, qui est en passe avec ses spiritueux d'être l'un des leaders du marché français. Bellevoie notamment, pour citer le nom. Moi je viens de traverser la France entre, je crois, Auxerre, Dijon et Épernay. J'ai eu 2 ou 3 cavistes qui avaient ces whiskies. Donc je me dis, mais quelle réussite, mais en même temps, cocorico aussi, parce que ça veut dire que l'on transforme nos céréales ici, dans notre pays, avec les eaux de notre pays. Vous avez un Martiniquais
qui est à Bordeaux. Nous vendons ces rhums arrangés. Il travaille avec les sirops Menot, qui sont faits ici. Il coupe ces rhums avec l'eau des abatilles. Il travaille en rhum des Antilles, évidemment, française. L'avenir, il est au circuit court, il est au circuit local, il est à une certaine fierté française, cocorico. Hein. On sait faire. On a une grande tradition de spiritueux. On sait élaborer. Et je crois que l'avenir, il va être encore plus dans ce créneau-là. Et puis, moi, j'ai confiance grandement aux générations qui arrivent pour défendre ce savoir-faire français, local et de qualité, évidemment. Lionel, est-ce que vous pouvez nous parler de l'actualité de vos caves dans les semaines, dans les mois à venir ? L'actualité des caves, je l'ai sous-entendu tout à l'heure. Voilà, ici à la Brède, nous sommes sur la 12e ou 13e année de cet établissement qui continue à s'installer, qui est installé dans le paysage, mais qui continue à se développer. On a de nouvelles personnes, alors des nouveaux arrivants probablement aussi, mais le bouche à oreille qui fonctionne. Donc ici, on va continuer à garder le cap de cette ambiance. Si je peux prendre quelques mètres carrés chez mes voisins pour agrandir, j'en serais ravi, évidemment, parce qu'on aimerait notamment dans la période, même si on a une terrasse l'été, au printemps et début de l'automne, à côté de notre terrain de pétanque, ce qui me permet de le dire, ici à la Brède. Mais c'est vrai que si on avait, à partir de l'automne et jusqu'au début du printemps, quelques places supplémentaires au chaud, ça nous permettrait de garder une continuité économique intéressante, densité économique. Léognan, projet qui a démarré en 2019, donc sur cette cave importante, sur cet entrepôt important qui nous permet de livrer les deux établissements, mais qui va s'équiper à partir du mois de juin, ou de juillet, hein, on va dire juin-juillet, d'une vraie cuisine de professionnels avec probablement 2 jeunes chefs de cuisine, un petit team de femmes toutes jeunes aussi. Voilà, donc une cuisine, un bar à vin, un bistrot, vous l'appelez comme vous voulez, mais un lieu, j'ai envie de dire, un lieu où, au-delà d'une planche, d'une simple planche, on va essayer de faire quelques plats chauds, on va rien inventer, pas de choses nouvelles, mais des choses mieux faites, peut-être. On va essayer de, voilà, ce que je disais tout à l'heure, de faire passer des bons moments comme on aimerait, nous, en passer quand on va quelque part. Il y a encore, je sens qu'il y a encore un déficit de lieux dans nos communes. Voilà, si on peut faire 2-3 petits concerts de jazz ou autres d'expériences musicales, on le fera. Si on peut inviter des artistes, et on a commencé ce programme aussi avec la culture. La dénomination de mon entreprise, en dehors d'être l'esprit des vins, la petite phrase aussi qui accompagne l'entreprise, c'est lieu culturel à base de vin. Donc j'y tiens, c'est un petit ADN de l'entreprise et comme vous le voyez ici, il y a des tableaux, bon, on a coupé le son, mais il y a des tableaux, il y a de la musique, on a plus d'espace à Léognan, on va essayer d'aller encore plus vers l'expression, la rencontre humaine, ce lien avec le côté artistique, la lecture, la poésie. On va créer une bibliothèque, vous allez pouvoir boire, vous installer au milieu d'une bibliothèque, boire un petit verre de vin. Voilà, on ne sait pas si on aura une carte des vins. Peut-être qu'on demandera à tout le monde, contre un droit de bouchon, d'aller se servir. Vous prenez la bouteille que vous voulez, ça sera 10 € de plus. Et que ce soit une bouteille à 20 € ou à 40 ou à 200 €, vous l'aurez payé 10 € de plus pour qu'on vous l'ouvre sur la table. Voilà, ça fait partie des idées. Il faut regarder si économiquement c'est viable, justement, parce que je vous rappelle que pour bien payer nos salariés dans notre pays, il faut aussi payer des charges, il faut assurer des retraites, puisque c'est le sujet aussi, et il nous faut des marges. Donc voilà, il faut juste regarder si le modèle économique des 10 € de droit de bouchon est viable ou pas, mais en tous les cas, d'ouvrir le lieu comme ça. Et puis il y a d'autres perspectives qui sont moins certaines, donc je vais pas m'avancer là-dessus aujourd'hui. Merci beaucoup Lionel. Merci bien Sébastien, et aux auditeurs surtout, venez voir les cavistes. L'instant chiffre, en 2022, les exportations de vins et spiritueux français ont progressé de 11%, dépassant les 17 milliards.
Il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Aujourd'hui, c'est Julie, auditrice du podcast sur Spotify, qui l'a choisi. Citation de Mark Zuckerberg, que vous connaissez tous. Il faut mieux essayer quelque chose de nouveau, d'échouer et d'en tirer un apprentissage, que de ne rien faire. Vous aussi, vous avez des phrases qui vous motivent chaque jour. N'hésitez pas à me les envoyer comme Julie sur mon mail seb.sullivan@hotmail.fr pour qu'on les partage avec nos auditeurs et auditrices. Merci d'avoir écouté Passion d'entreprendre, c'est votre podcast. On se retrouve très vite sur les réseaux. À bientôt.